Bonjour à tous, merci d'être tous réunis ici pour cette table ronde. Un petit peu de contexte pour ceux qui nous suivront sur BFM Business, BFM Crypto. On est à Surfing Bitcoin, donc événement de référence pour le Bitcoin en France et en Europe. Biarritz, pendant 3 jours, c'est un peu la capitale européenne du Bitcoin. Et là, on a une super table ronde tout de suite avec la guerre des monnaies, Bitcoin face aux devises. Et puis, voilà, on est ravis d'accueillir Yves Chouefati. Bonjour Yves, donc président et fondateur de Tobam. Bonjour. Et Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School et aussi éditorialiste à BFM Business. Alors Jean-Marc, vous avez réussi à passer la frontière pour venir ici. Oui. Je suis arrivé ici et alors tout à l'heure Charles Gave parlait du socialisme et tout ça. Je suis arrivé par le biais d'une entreprise publique et j'étais un peu inquiet parce que j'avais fait ma chronique ce matin sur BFM et c'était assez tendu pour rejoindre la gare Montparnasse. Mais comme tous les trains maintenant ont 20 à 30 minutes de retard, finalement, je n'ai pas loupé mon train, donc je suis là Bon, en tout cas, sans problème. Vous savez, on disait autrefois qu'il fallait mettre dans la presse les jours où les trains n'étaient pas à l'heure, parce que les trains qui arrivaient à l'heure, c'était la banalité. Je pense que maintenant, c'est l'inverse. bon, On met dans la presse, le jour où le train arrive à l'heure. Et ben en tout cas, merci d'être là, en terrain hostile, entre guillemets, je dis terrain hostile parce que Jean-Marc n'est pas encore un convaincu de l'utilité du Bitcoin. Et donc, c'est sympa de venir en discuter ici avec nous. Même si, quand même, Jean-Marc, vous regardez quand même beaucoup le prix du Bitcoin parce que souvent, à la rédaction de BFM Business, souvent quand il baisse d'ailleurs, vous venez m'en parler. Voilà. Oui, Ouais. je ne vais pas révéler notre vie secrète, mais nous avons fait un pari sur l'évolution du cours du Bitcoin en dollars. Et je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que faire un pari sur le cours du Bitcoin en dollars, c'est considérer que c'est un objet d'une forme de spéculation, ce n'est pas un objet de notre vie quotidienne. Alors, on va en parler tout à l'heure. Et donc voilà, c'est une façon d'accepter cette idée que finalement... Et je rejoins Charles Gave, c'est-à-dire qu'il a dit l'or et le Bitcoin, ça ne vaut rien. C'est rien. Je suis tout à fait d'accord, sauf que l'or est là depuis Crésus, donc il a au moins une histoire. C'est déjà beaucoup d'avoir une histoire. On va en parler. En tout cas, on vous a donné un micro BFM Business, pas un micro BFM Crypto encore. Voilà, peut-être à la fin de la conférence, on pourra vous en donner un. Je propose qu'on commence, Yves, voilà, à tout simplement définir c'est quoi la guerre des monnaies. Est-ce qu'il y a une guerre des monnaies? Alors, l'acception usuelle du terme guerre des monnaies, c'est quelque chose d'historique. Ça veut dire que les gouvernants, de temps en temps, ils sont exposés au fait que l'activité marche moins bien dans le pays qu'ils gouvernent. Ça veut dire quoi, l'activité marche moins bien? Ça veut dire qu'il y a moins de prospérité, qu'il y a moins de production. Et pour essayer de faire en sorte que la machine économique redémarre, eh bien, ils vont essayer de prendre un certain nombre de mesures. Donc il y a 3 types de mesures qu'ils peuvent prendre. Il y a des mesures, ou bien il y a plutôt 2 types. Il y a des mesures économiques, ça veut dire essayer de faire en sorte que l'investissement soit encouragé ou que le travail soit engagé, soit encouragé, parce que c'est en investissant et en travaillant qu'on crée de la valeur, qu'on crée de la prospérité. Ou bien alors, on va se réfugier vers d'autres astuces qui sont ce qu'on appelait la dévaluation compétitive. Ça veut dire qu'on va essayer de casser le prix de sa propre monnaie de manière à décourager les importations et à encourager les exportations. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous faites trop appel à ça, le voisin il va commencer à faire comme vous, et on va avoir ce qu'on appelle la guerre des monnaies. On va essayer de faire en sorte d'empêcher la monnaie de l'adversaire, bien de l'autre pays, de baisser trop pour ne pas qu'elle vienne toucher votre propre monnaie. Et ces dévaluations compétitives qui se font de manière désordonnée, elles aboutissent à une guerre des monnaies qui, de manière économique, on sait démontrer qu'elles sont en fait destructrices de valeur. Si tout le monde essaye de dévaluer, à la fin, on n'a plus que les désavantages de la dévaluation économique sans en avoir les véritables avantages. Et c'est ça l'histoire de la dévaluation des guerres de monnaie. Quand on parle dans le titre de guerre de monnaie, Bitcoin face aux devises, il y a 2 concepts. Il y a les devises qui se font les guerres entre elles. Et maintenant, il y a un autre conflit qu'on pourrait imaginer se produire dans l'avenir, c'est Bitcoin contre les monnaies traditionnelles. Jean-Marc, est-ce que vous partagez ce constat de guerre des monnaies? Est-ce qu'il y a une guerre des monnaies? Alors, par rapport à ce que vient de dire Yves, je dirais qu'il y a quand même une situation qui a changé par rapport à la guerre des monnaies traditionnelles, notamment celle qui a été particulièrement destructrice dans les années 30. C'est-à-dire, effectivement, on a théorisé à un moment donné la guerre des monnaies comme étant de la dévaluation compétitive. Et on s'aperçoit d'abord que la dévaluation, elle génère aussi de l'inflation et donc elle nuit à la compétitivité parce qu'à la fin,
le prix des importations qui a augmenté se retrouve dans le prix des exportations. Mais surtout, moi, ce qui me frappe dans ce qui se passe en ce moment, c'est deux choses. La première, c'est que nous vivons une époque où, pour la première fois depuis très longtemps, les vieux et les jeunes ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a des pays vieux et des pays jeunes. Et donc le rapport à la gestion de la monnaie n'est pas le même dans un pays vieux et dans un pays jeune. Concrètement, là tout à l'heure, là encore une fois, c'était le yen qui était au centre du débat précédent. Le yen était à un moment donné $1 égale 75 yens, et maintenant il est à $1 égale 150 yens. Et un certain nombre de gens disent que c'est une bonne nouvelle pour les exportations japonaises. Sauf que le Japon a de moins en moins de choses à exporter. Pour avoir des exportations, il faut avoir des usines. Pour avoir des usines, il faut avoir des ouvriers dans les usines. Pour avoir des ouvriers dans les usines, il faut avoir des hommes. Et au Japon, il n'y a plus de gens à mettre dans les usines. Je caricature, mais il y a quand même un tiers de la population qui a plus de 60 ans, pratiquement. Et donc, la stratégie que vont avoir un certain nombre de pays, c'est de faire une appréciation de leur monnaie, comme a fait le Japon, pour acheter des usines à l'étranger. Et donc, vous allez avoir un type d'économie où on va chercher à baisser sa monnaie pour exporter davantage, et un type de pays où on va essayer de faire monter sa monnaie pour, au contraire, acheter davantage de biens de production dans des pays jeunes. Tout à l'heure, là encore une fois, Charles Gaff disait qu'il faut aller dans l'océan Indien. Une des forces de pays comme le Japon et l'Allemagne, c'est qu'ils dégagent de l'épargne pour leur permettre d'acheter des usines à Mumbai ou aux Philippines. Et donc la guerre des monnaies va être interprétée différemment suivant les pays. Le deuxième constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a 50 ans, quand on est passé au système de change flottant, le discours et la promesse qui étaient faites, c'était que ça allait être un moyen de retrouver, grâce au marché d'échange, le bon taux de change des monnaies. On était dans une situation où il y avait des tensions régulièrement au sein du FMI, il y avait des groupes de réflexion sur de combien il faut dévaluer, qui doit dévaluer, est-ce qu'il faut dévaluer, etc. Et donc on devait passer au change flottant en disant, bon, ben, on va trouver le bon taux de change, et le bon taux de change, c'est celui qui équilibre les balances des paiements courants. Or, on n'a pas retrouvé d'équilibre des balances des paiements courants. Et deuxièmement, il y a un certain nombre de pays qui sont obligés de chercher un excédent de balance des paiements courants pour avoir cette épargne à placer pour acheter des usines à l'étranger. Il est normal que l'Allemagne, l'Europe, le Japon dégagent des excédents pour acheter des usines en Inde. Il est normal que l'Inde soit en déficit pour pouvoir récupérer de l'épargne, des technologies pour se développer parce que c'est une population jeune. Dans cette situation, pour moi, il y a deux pays aberrants. Il y a la France, parce que c'est un pays vieux qui devrait dégager des excédents. Et il y a les États-Unis, parce que c'est un pays qui, effectivement, devrait au moins équilibrer ses comptes, parce que c'est un pays qui a une démographie, et c'est le pays de référence, c'est le pays de l'étalon. Et donc, c'est lui qui devrait avoir un équilibre. Et donc, plus qu'une guerre des monnaies, c'est une situation de déséquilibre de balance des paiements courants qui est mal maîtrisée, avec des gens dont je pense qu'ils ne mesurent pas les conséquences à moyen et à long terme de ce qui se passe sur ce déséquilibre de balance des paiements courants. Bon, et depuis 15 ans maintenant, il y a un nouvel entrant, Bitcoin. Et Yves, Bitcoin, lui, ne fait pas, par exemple, d'évaluation compétitive. C'est pour ça que j'essayais d'introduire le sujet en disant qu'il y a deux types de conflits. Il y a les monnaies classiques qui ont essayé de jouer sur le cours d'échange en changeant la quantité de monnaie. Si tu imprimes, si on rend la monnaie abondante, eh ben elle perd sa valeur d'achat, on a la dévaluation compétitive. Si on retirait de la monnaie, ben la monnaie prendrait de la valeur. Et là, il y a un disrupteur qui arrive, qui est le Bitcoin, et qui dit, bon ben, je vais supprimer une des données de l'équation, c'est la masse monétaire. La masse monétaire, elle va être constante, il va y avoir 21 millions de Bitcoins une fois pour toutes. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une nouvelle guerre des monnaies qui s'ajoute à la guerre traditionnelle. C'est deux concepts de la monnaie. Une monnaie qui est gérée et une monnaie qui n'est plus gérée. Charles Gaff donnait tout à l'heure l'exemple de Milton Friedman qui disait bon, on devrait émettre une masse monétaire, avoir une augmentation de la masse monétaire constante. Là, c'est différent. Ce que a préconisé Satoshi, c'est dire une bonne fois pour toutes, on va déterminer une masse monétaire inviolable, et il y aura 21 millions de bitcoins une fois pour toutes, et ça interdira quelque part la guerre des monnaies au sens classique du terme, au sens de
de ce qui a eu lieu au 19e siècle, au 20e siècle, etc. On ne va plus pouvoir imprimer de monnaie de manière à manipuler les prix. Et là où ça pourrait susciter un espoir ou une interrogation, Jean-Marc, c'est se dire il y a deux manières de faire bouger l'économie, essayer d'encourager l'investisseur et le travailleur d'un côté. D'autre côté, essayer de changer les données fondamentales en faisant des dévaluations compétitives et en se privant de cette deuxième façon d'agir sur l'économie, on va quelque part se concentrer sur le travail et l'investissement, et peut-être que ça, effectivement, c'est plus durable que les dévaluations compétitives. Et c'est ça un peu le projet qu'avaient certains quand ils ont défendu le Bitcoin. Alors, par rapport à ça, trois remarques là de nouveau. La première remarque, c'est que pour que ce soit une monnaie, il faut que ce soit reconnu comme tel, et donc il faut que ce soit utilisé comme tel. Moi, ce qui me frappe, c'est que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans notre pari, c'est-à-dire qu'on se cale dans la vision assez souvent du Bitcoin sur l'évolution d'un cours par rapport au dollar. Non pas en termes de ce qu'on va pouvoir acheter dans des magasins grâce au Bitcoin, mais par rapport aux autres placements que l'on peut faire. C'est-à-dire que le Bitcoin n'est pas perçu comme une monnaie, en ce sens que ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour acheter quelque chose dans un magasin, ce n'est pas quelque chose qui va servir au commerce, c'est quelque chose qui va servir au placement. Et un placement de nature spéculative, puisqu'il n'y a pas de création immédiate de travail derrière. Il y a de la consommation d'énergie, mais il n'y a pas de réalité de travail. Il y a le système de la preuve de travail. Oui, il y a la preuve de travail, c'est parce qu'on a effectivement consommé de l'énergie. Mais cette énergie aurait pu être utilisée en utilité sociale différemment. Grosso modo, on aurait pu utiliser cette énergie pour fabriquer du transport, pour fabriquer de l'hydrogène à mettre dans des moteurs et pour décarboner l'économie. Donc, le Bitcoin n'est pas en concurrence, à mon avis, avec une monnaie en tant que telle, et en tout cas dans la perception qu'on en a. La deuxième remarque que je ferai, c'est que effectivement, il y a cette idée que les banques centrales et le système, non seulement a généré des déséquilibres de balance des paiements courants, sachant que ces déséquilibres, une partie est explicative par la démographie. J'insiste là-dessus, à partir du moment où vous avez des répartitions de vieux et de jeunes qui sont différentes, vous avez forcément des répartitions d'épargne et de patrimoine qui ne sont pas immédiatement et totalement équilibrées. Néanmoins, ces déséquilibres ne sont pas totalement évalués à la réalité de ce qu'ils devraient être et de ce qu'ils sont devenus. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est en limitant la quantité de monnaie qui circule dans une économie qu'on réalise l'équilibre? Alors, le problème, c'est que si vous avez une quantité fixe, prédéterminée de monnaie par rapport à la réalité de la vie économique, vous avez une menace de manque de monnaie ou une menace d'excès de monnaie. Ce à quoi nous avons assisté récemment et régulièrement depuis une cinquantaine d'années, c'est plutôt un excès de monnaie et c'est plutôt une menace inflationniste. Mais donc la réponse par le Bitcoin, c'est on va vous mettre en place un système dont on vous garantit qu'il est déflationniste. Je pense que la déflation n'est pas forcément à rechercher en tant que telle, et je pense en outre que la menace inflationniste est en train de disparaître. Je pense même que ce qui va caractériser l'économie mondiale, à part quelques zones, là aussi on ne va pas refaire ce que venait de dire Charles Gaff, mais le Venezuela c'est quand même la forme la plus aboutie du socialisme mafieux, bon, et donc vous avez de l'inflation. Mais normalement, la tension naturelle, l'évolution naturelle de l'économie mondiale développée et internationalisée, c'est plutôt la déflation, et donc en ce sens, la réponse par le Bitcoin à la menace inflationniste n'est pas, à mon avis, d'actualité. Enfin, la troisième remarque que je ferai, c'est que les banques centrales, effectivement, on peut considérer que ce sont des monopoles à qui on a donné l'indépendance, et donc elles ont une mission. Et elles ont failli par rapport à cette mission, ne serait-ce que d'ailleurs parce que cette mission elle-même est en soi une forme de faillite, puisque quand on dit qu'une banque centrale doit garantir 2% d'inflation, ça veut dire qu'on garantit à l'épargnant qu'on va lui prendre tous les ans 2% de son pouvoir d'achat, que c'est un enjeu de l'organisation économique. Et donc, le véritable problème, c'est pourquoi elles ont failli, et est-ce qu'on ne peut pas leur demander de remplir leur mission sur une base claire, pas d'inflation, et leur dire, si vous êtes indépendante, vous devez respecter les conditions et la mission qui vous a été. Et donc, est-ce que la réponse, ce n'est pas d'exiger de façon juridique et avec des sanctions
que les banques centrales remplissent leur mission plutôt que d'essayer de balancer, d'essayer de créer un système qui soit totalement nouveau. Ouais, mais est-ce que c'est réalisable ça, Yves? Je pense que, en fait, pour être converti au Bitcoin, il y a deux méthodes qui sont assez radicales et très efficaces. La première, c'est de lire Hayek. Et la deuxième, c'est de t'écouter ou de lire ce que tu as écrit. Hein, je pense qu'effectivement, là, c'est très difficile de ne pas être d'accord avec ce que tu dis. Tu es en train de dire que les banques centrales ont échoué. Je crois que d'ailleurs, tu parles de ça au présent, mais si tu parlais de ça au passé, il n'y a pas de contre-exemple. Il n'y a pas de contre-exemple. Toutes les banques centrales, dès qu'il y a eu une administration centrale qui a eu le privilège de gérer la monnaie, elle s'est plantée. Pourquoi? Parce que le privilège de gérer la monnaie, ça te donne un pouvoir exorbitant. Et dès lors que tu es investi de ce pouvoir exorbitant, tu as la tentation de te servir de ce pouvoir pour autre chose. Et si cette deuxième mission dont tu vas t'acquitter, qui va être par exemple de sauver le système bancaire, de financer des États impécunieux, hein, ou alors d'organiser la transition énergétique, hein, c'est la dernière mode maintenant, c'est la nouvelle mission de la Banque Centrale Européenne, c'est de financer la transition énergétique. Dès lors que tu as une autre mission, cette mission va s'exercer aux dépens de la première et tu vas faillir sur ta première mission. Donc en fait, la bonne manière de se convertir au Bitcoin, c'est d'écouter un discours rationnel, et ton discours est complètement rationnel, okay, sur le constat du problème. Quand on doit donner son avis sur un sujet, il faut essayer de définir le sujet. On va essayer de définir ce que c'est que le Bitcoin, hein, et on va se poser la question, est-ce que cet objet est désirable ou pas? Le Bitcoin, c'est quoi? C'est un objet qui est digital, qui est décentralisé, qui est échangeable de pair à pair, sur lequel il y a une masse de 21 millions d'unités. Et on va faire un axiome supplémentaire, qui est le Bitcoin est solide. Si ces 5 propriétés étaient réalisées, est-ce que cet objet serait désirable pour toi ou pas? Alors, dans ces 5 propriétés, il y en a une que je voudrais, c'est la solidité, parce que je pense qu'il y a une fragilité qui est double. D'abord, il y a une fragilité juridique. C'est-à-dire que pour être une monnaie, pour être un instrument de réserve, il faut que ce soit reconnu. Alors, reconnu par la loi, reconnu par la société. D'habitude, Jean-Marc vient avec le code monétaire et financier. Voilà, et donc la loi est claire, le code monétaire et financier est clair. Mais le Bitcoin n'est pas une monnaie. On est consensuel. Pour moi, le Bitcoin est un projet de monnaie. Hein, ce n'est pas une monnaie aujourd'hui, c'est un projet de monnaie. Donc on va écarter cette question de monnaie parce que toute définition est subjective. Donc de toute façon, on ne va pas s'écharper sur des définitions. On va prendre je te fais la concession, le Bitcoin n'est pas une monnaie. Admettons qu'il ne soit pas une monnaie. Maintenant, est-ce que cet objet est désirable? Est-ce qu'il a un usage? Aujourd'hui, on a un objet qui fonctionne à peu près. Hein, on peut aujourd'hui, on ne peut pas faire une double dépense sur le Bitcoin. C'est un objet qu'on peut s'échanger. Je peux envoyer des Bitcoins à Jonathan, il peut me renvoyer des Bitcoins aussi. Cet objet, il marche. Hein, physiquement, il marche. Est-ce qu'on peut lui trouver un usage? Alors effectivement, c'est la question. Quelle est l'utilité sociale? Et donc, est-ce qu'il va se substituer à quelque chose qui existe déjà pour réaliser par rapport à quelque chose qui existe déjà un plus? C'est-à-dire qu'il est en capacité d'apporter plus. Bon, donc on dit que ce n'est pas une monnaie, donc c'est quoi? Ça sert à quoi? Un projet de monnaie. Un projet de monnaie. Donc pour que ça passe du projet à la concrétisation, il faut quand même qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui adhère à ce projet. Et en particulier, il faut que, puisque la monnaie a quand même une composante juridique et institutionnelle, il faut qu'à un moment donné, une institution reconnaisse cet objet comme étant de projet de monnaie à monnaie. Je pense que ça ne se passera pas. La deuxième chose, c'est est-ce que c'est une sécurité? L'or est une monnaie pour toi ou pas? L'or a été une monnaie, l'or a servi ensuite d'étalon, et l'or est devenu maintenant quelque chose qui est reconnu par... Donc le prix de l'or n'arrête pas de monter, qui est reconnu par la société, par l'ensemble de la société. Juridiquement, tu parlais juridiquement, c'est une matière première. On va dire que le Bitcoin est une matière première. Alors. Oui, sauf que cette matière première, elle a pour elle 3 choses. La première, c'est qu'elle a une histoire. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que le Bitcoin apporte par rapport à l'or, puisqu'il est en concurrence directe avec l'or. Et donc, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à l'or? Et donc, premièrement, il n'apporte pas d'histoire. Il n'a pas d'histoire, il n'a pas de crédibilité par rapport à l'or, il n'a pas de... Il n'a que 15 ans. L'or a 7000 ans.
Oui, absolument. L'or est vécu comme un deuxième élément par rapport à l'or. Il a le fait que l'or est quelque chose qui est indestructible. Et donc, la solidité, qui est la solidité technique, la solidité mécanique, repose sur effectivement des considérations qui sont des considérations qui, pour l'instant, sont des considérations qui ont fonctionné. Mais toute technologie est menacée. L'or physiquement n'est pas menacé en tant que tel. L'or existe, il est là. Et le troisième élément qui fait l'avantage de l'or, c'est que l'or est accessible sous des formes extrêmement... un louis d'or, c'est quelque chose qui est cher, mais qui est relativement accessible. Un bitcoin, ça commence à devenir quelque chose qui prend une valeur qui le rend relativement inaccessible. Le dernier élément que je mettrai en avant, c'est le fait que la perception qu'ont les gens qui achètent de l'or est une perception qui est double. C'est-à-dire, c'est la garantie que quelque part ils utilisent cette monnaie et que quelque part ils pourront toujours trouver quelqu'un pour leur acheter de l'or. Et la deuxième, c'est que le cours de l'or va monter. Dans le bitcoin, vous avez l'idée implicite que ça va monter, donc c'est un objet de spéculation, mais vous avez une question, c'est est-ce que vous trouverez toujours quelqu'un pour vous l'acheter? Et l'or est dans une situation où potentiellement vous trouverez toujours quelqu'un pour vous l'acheter. Alors son rôle économique, son rôle industriel a plus ou moins disparu. Il y a eu une période où l'or avait un certain rôle industriel, il y a eu une période où l'or avait même un rôle religieux, c'est ce que je raconte dans certains articles, mais l'or en tant que tel, maintenant, effectivement, sa grande force, c'est qu'il a une histoire qui le rend crédible, alors que le bitcoin a une aura qui le rend, à mon avis, intriguant. Alors, le Bitcoin est beaucoup plus jeune que l'or, 15 ans versus 7000 ans. Ensuite, on peut en acheter aussi des fractions, donc ça peut le rendre beaucoup plus accessible. Et le fait qu'il ne soit pas physique, on va dire, peut faire qu'on puisse échanger de la valeur plus facilement qu'avec de l'or. Maintenant, c'est intéressant, quand on discutait tout à l'heure avec Yves, Jean-Marc, vous avez dit que pour vous, je vous ai demandé c'est quoi votre monnaie idéale, ce serait de revenir à un étalon or décentralisé. Ce que vous m'avez dit, est-ce que ce ne serait pas le Bitcoin finalement? Non, je pense qu'il faut revenir à l'étalon or parce que d'abord, dans l'étalon or, il y avait une double implication juridique. L'étalon or s'est imposé à partir du moment où, vous savez tous que tout le monde est persuadé que Crésus était riche, or Crésus n'était pas plus riche que les autres, simplement Crésus, il a transformé des lingots d'or en des pièces. Et donc il a transformé effectivement des objets métalliques sur lesquels on pouvait avoir un doute, même si on avait une sorte de fascination pour eux, en des objets qui étaient reconnus, ce qu'on appelle la convertibilité interne de la monnaie. Il a transformé des objets en l'idée que quand vous allez dans un magasin, vous pouvez utiliser ces objets pour réaliser une transaction. Et donc, l'or a ça, encore une fois, derrière lui. Le deuxième élément, je pense que on dit que les banques centrales ont failli, mais les banques centrales du 19e siècle, qui étaient encadrées par la loi de 1844, ont été obligées effectivement de répondre systématiquement aux engagements qui étaient de conserver la valeur de cette monnaie et de faire en sorte que la couverture hors des émissions qu'elle faisait était garantie. Et donc, vous aviez une quantité de monnaie qui était fixe et vous aviez derrière quelque chose qui était perçu, perceptible, qui était reconnu par la population. La troisième remarque que je ferai, c'est qu'effectivement, ce qui fonctionnait à l'époque de l'étalon or, c'était le fait que les États s'imposaient une discipline. Et les États s'imposaient une discipline parce qu'ils considéraient que la préservation de l'étalon or était plus importante que de se lancer dans des aventures qui étaient des aventures qui conduisaient à la banqueroute des deux tiers dont on a parlé. Je pense que l'enjeu maintenant, c'est d'essayer d'imposer une discipline aux États. La question, est-ce que le Bitcoin va imposer une discipline aux États? La réponse est non. Non, on est bien d'accord là-dessus. Moi, je ne vais pas apprendre aux États la manière qu'ils ont de gérer. On peut se placer aussi du point de vue de l'investisseur. Quand on est un investisseur, on va regarder... Le Bitcoin n'est peut-être pas une monnaie, c'est peut-être pas une matière première, c'est un actif. Et cet actif, effectivement, on va lui faire jouer un rôle dans son patrimoine. Et ce rôle dans ce patrimoine, ça va être justement d'essayer de contrecarrer le fait que l'État, pour l'instant, n'est pas discipliné et que les banques centrales n'arrivent pas à discipliner l'État en question. Oui, mais encore une fois, le Bitcoin ne va pas jouer ce rôle-là et il va d'autant moins jouer ce rôle-là que, je maintiens, il n'est pas perçu comme ayant cet objet.
D'ailleurs, le développement des cryptoactifs, de toutes ces... Alors, il y en a qui vivent, c'est comme les papillons, il y en a qui vivent une journée. Le matin, il y a quelqu'un qui dit, j'ai créé une crypto. Alors, il y a une espèce de course au nom. Alors, ça change de nom, tout ça. Puis le soir, c'est fini. Bon. Donc, il y a cette idée que derrière tout ça, il y a une espèce de... Je voudrais pas être provocant, c'est pas par hasard qu'on est dans un casino. Et donc, il y a une espèce de course à une force de jeu qui fait que la chose n'est pas forcément, n'est pas encore, je maintiens, perçue et perceptible comme étant quelque chose susceptible de structurer une dynamique d'échange, de commerce et de discipline monétaire et financière. Le véritable enjeu de l'économie, pour moi, quand on parle d'investissement, je parle plutôt d'épargne. C'est-à-dire, c'est la capacité, effectivement, à réaliser une épargne. Les gens qui sont sur le Bitcoin, je maintiens, alors je ne sais pas ce que vous pouvez me raconter à titre personnel, mais ils ne sont pas dans une logique de ce qu'est une épargne. Dans l'épargne, il y a une vision de long terme avec l'idée que derrière, il y a une dynamique qui va se traduire sous forme d'investissement, sous forme de travail capitalisé, sous forme de travail productif, sous forme de produire de biens. Non, c'est pas vrai, parce que tu l'as dit toi-même que posséder de l'or, c'est quelque chose de désirable. Derrière l'or, il n'y a personne qui travaille. Donc là, le pari que prennent ceux qui achètent du Bitcoin, c'est de se dire, c'est peut-être de l'or en mieux. C'est peut-être que le Bitcoin va réussir à réaliser ce qu'on espérait que l'or réalise avec une solidité qui devient une solidité théorique, parce que la seule chose qui donne sa valeur à l'or, c'est sa rareté. Ce n'est pas le fait qu'il soit difficile à miner. Hein, si on te dit demain, il n'y a qu'une seule pépite qui reste, et cette pépite, elle te coûte 1 euro à miner, l'or ne perdra pas de la valeur. Ce qui fait la valeur de l'or, c'est sa rareté. Et ce qu'a essayé de faire Satoshi, c'est qu'elle est un objet qui, par construction, était rare. Là où toi et moi, on va diverger, c'est que moi, je spécule sur la solidité du Bitcoin, et toi, tu spécules sur sa fragilité. Tu te dis, ouais, on est d'accord. Oui, non, mais je pense qu'il ne faut pas de garantie juridique et technique par rapport, encore une fois, à cet objet bizarre qu'est l'or. Et donc, le juridique ne peut pas précéder l'usage. Non, j'entends bien, mais le juridique ne peut pas être ignoré complètement. C'est-à-dire que le juridique, il est déjà en voie d'être résolu. Aujourd'hui, il y a des ETF Bitcoin aux États-Unis. Dans la première économie mondiale, il y a des ETF Bitcoin. Il a une réalité juridique, le Bitcoin. Donc, on le qualifie de monnaie ou pas, moi, je considère que c'est un détail. Donc, on peut faire la concession que ce n'est pas une monnaie. Il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est un actif. Cet actif, il a une réalité juridique très très forte aux États-Unis. Aujourd'hui, tu peux en mettre dans un ETF. Cet ETF, tu peux la vendre à la veuve de Dallas sans aucun problème. Donc, il a une réalité juridique. Il est solide juridiquement parlant. Qu'il soit solide ou pas technologiquement parlant, c'est là que notre spéculation va différer, toi et moi. C'est une spéculation. Moi, je spécule qu'il est solide. Toi, tu spécules qu'un jour, on arrivera à le casser. Et si c'est ça la seule nuance qu'il y a entre toi et moi... Non, et je spécule sur le fait que, encore une fois, le projet initial, c'était de dire ce que je disais, les banques centrales ont failli à leur tâche, on va créer quelque chose qui va permettre de contourner les banques centrales. Et puis ce projet est en train de s'éloigner sur le thème, et on le voit bien, c'est si vous avez du Bitcoin, ça va atteindre 100 000 $ avant la fin de l'année, ça va monter à tel niveau, ça va monter à tel niveau. Donc c'est un objet qui vous garantit un gain rapide et sur lequel on vous garantit que, vu la structure qu'il a, il n'y a aucun risque. On voit que tu n'as jamais possédé de Bitcoin parce que tu ne dirais pas que tu as une garantie quand tu as du Bitcoin. Non. La chose que tu es garantie quand tu auras du Bitcoin, le jour où tu auras du Bitcoin, tu comprendras que la seule chose qu'on te garantit, c'est que tu vas passer des très mauvais week-ends et tu vas choper beaucoup de cheveux blancs. C'est la seule chose qui est garantie dans le Bitcoin. Okay, mais à partir... Cet enrichissement potentiel spéculatif qu'on peut imaginer dans l'avenir, c'est la contrepartie d'une prise de risque qui aujourd'hui est gigantesque. Si je détiens de l'or, j'ai la conviction que quelque part, si jamais il y a un problème, il y a quand même quelqu'un qui viendra me l'acheter, il y a quelqu'un qui le reconnaîtra. Alors que si je détiens du Bitcoin, du jour au lendemain, ça peut disparaître et personne ne viendra à mon secours. Quand tu regardes le Bitcoin sur le long terme, moi je pense que tu es en fait exposé à un dilemme. Il y a un grand dilemme dans le Bitcoin. C'est qu'aujourd'hui, le Bitcoin, ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne vaut rien, le Bitcoin. C'est de la merde, le Bitcoin. La capitalisation mondiale de Bitcoin, c'est rien du tout. Oui, et donc ça peut disparaître du jour au lendemain sans que personne s'en émeuve. Tout à fait. Le Bitcoin, il ne vaut rien du tout, il n'est pas cher, et il est très risqué.
Okay, donc tu as un dilemme. Soit tu l'achètes maintenant quand il n'est pas cher et très risqué, soit tu te dis je vais attendre un peu, je vais attendre qu'il soit beaucoup moins risqué et beaucoup plus cher pour en acheter. C'est ça le vrai dilemme du Bitcoin. Si tu attends qu'il soit moins cher, moins risqué, tu dois attendre qu'il soit beaucoup plus cher. Il y a 4 paramètres qui règlent la vie du Bitcoin. Il y a son prix, il y a sa volatilité, il y a sa corrélation avec les autres actifs et il y a son adoption. La relation entre l'adoption et le prix, elle est énorme, parce que vu qu'il n'y a que 21 millions, tu sais combien de milliardaires, de millionnaires sur la planète? Il y a 100 millions de millionnaires sur la planète. Il n'y a que 21 millions de Bitcoin. Ça veut dire qu'effectivement, l'adoption du Bitcoin, elle va augmenter son prix directement. La relation entre la volatilité et l'adoption, c'est un peu la même. Ça veut dire, pourquoi le Bitcoin est volatile? Parce que c'est un projet, c'est une start-up. Et une start-up, soit elle va échouer, soit elle va réussir. Donc moi, je sais te dire aujourd'hui que le prix du Bitcoin dans 20 ans, soit il est inférieur à 1 000 $, soit il est supérieur à $1 million. Et le tiers entre les deux est à peu près exclu. C'est un objet, c'est comme Google en 1996. 1996, Google, soit ça valait 0. Personne ne sait pricer une start-up dans cette planète. Et donc, quelque part, l'adoption est inversement liée à la volatilité et l'adoption est positivement liée au prix. Alors, Jean-Marc, ce qui vous inquiète entre l'or et le Bitcoin, c'est qu'avec l'or, vous pensez qu'il y aura quelqu'un pour vous l'acheter et pas forcément le Bitcoin. Mais ça, c'est une histoire de consensus social et ça prend du temps. On en revient à la durée de vie de l'or et la durée de vie du Bitcoin qui est beaucoup plus jeune. Et il y a un consensus social qui est en train de se faire. C'est en train de s'institutionnaliser petit à petit, notamment avec les ETF qui ont été acceptés aux États-Unis. Donc c'est peut-être une question de temps. Et ce que dit Yves sur la volatilité, plus le Bitcoin sera capitalisé, moins il sera volatile. Oui, mais moi je pense que le but de l'épargne, c'est de susciter de la production de richesse par la suite. Et donc acheter de l'or, effectivement, c'est acheter quelque chose qui ne crée pas de la richesse et qui ne sert à rien. C'est le discours quand le général de Gaulle avait relancé l'or dans les années 60, le président des États-Unis, Johnson, l'avait appelé en disant « Mais vous vous rendez compte que l'or, ça ne se mange pas. Ça ne sert à rien. Vous allez accumuler ça dans des caves. Non seulement vous allez accumuler dans les caves, ça ne sert à rien, et en plus ça coûte cher de le protéger. Bon, pourquoi vous voulez ça? Et donc, vous feriez mieux. Donc je pense qu'une épargne doit davantage s'investir sous forme d'action, sous forme d'entrée dans du capital productif. Bon. Mais si on rentre dans une logique qui est une logique de chercher un actif qui est décorrélé du mécanisme de création de richesse, un actif qui correspond simplement à la réponse à une forme d'angoisse qui va être quelque chose d'une forme de garantie de préservation de la valeur, avec derrière une dimension qui est une dimension relativement spéculative, c'est-à-dire l'idée que la perception des dangers et la perception de l'angoisse moyenne fait que ce que l'on était prêt à consacrer à une certaine date augmente régulièrement parce que l'angoisse sur l'avenir elle-même augmente régulièrement. Et donc à ce moment-là, vous avez l'or et le Bitcoin. Et je pense que l'avantage de l'or, c'est que l'or, je maintiens, a derrière lui une tradition, une histoire, une façon d'être géré et un rapport au monde monétaire et financier qui fait que cet or, quoi qu'il arrive, sera toujours reconnu. Alors que je pense que le Bitcoin reste quelque chose d'intrigant, d'inquiétant, d'alarmant, de réservé à quelques individus et effectivement de relativement anecdotique. Et donc on peut balayer ça. Mais tout ça, est interdit, ça disparaît brutalement. Et à l'aune de la capitalisation mondiale et de l'immensité des capitaux qui circulent à la surface de la planète, il ne se passera rien. Et c'est d'ailleurs pour moi la preuve d'une certaine forme de l'échec du projet initial. Si le projet initial, c'était quand même d'apporter une monnaie qui était capable de rivaliser avec les grandes monnaies et donc de menacer le monopole et le privilège des banques centrales. Donc en fait, ta principale elles n'ont pas bougé. La principale critique que tu as contre Bitcoin, c'est qu'il n'a pas monté assez vite. C'est qu'il est trop jeune, finalement, c'est ça? Il est à la fois jeune et qu'il peut monter très vite, mais il peut s'effondrer très vite. Et surtout, on peut décider à tout moment de le faire disparaître. Vous pouvez décider de démonétiser l'or, ce qui s'est passé en 1971, dire l'or, ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, les banques centrales vont le vendre. Eh bien, la conséquence de ça, c'est que les banques centrales n'ont pas vendu leur or, les banques centrales elles-mêmes n'ont pas vendu leur or, et les banques centrales sont obligées de constater que le réflexe naturel de l'humanité, c'est de continuer à considérer que
la réserve ultime de la protection ultime, c'est l'or. Et je maintiens, si les banques centrales, si les autorités monétaires, si les autorités politiques avaient vécu le Bitcoin comme étant une menace, ils auraient réagi tout de suite. Ils ont vécu ça comme une anecdote. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est extrêmement fragile. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent contre le Ils pouvaient Bitcoin? interdire le... Non, il y a même des autorités politiques aujourd'hui de très grands États qui considèrent non seulement que le Bitcoin n'est pas une menace, ils ne considèrent pas que c'était anecdotique, mais ils considèrent que c'est une opportunité pour leur pays. Oui, il y a aujourd'hui mais... des candidats aux élections dans les plus grands pays du monde qui disent ce truc-là, c'est une opportunité, et cette opportunité, je veux que mon pays en profite. Tu sais, il y a deux manières de regarder les innovations. Soit on les regarde sous l'angle du bien et du mal. Hein, c'est comme ça qu'on procède en Europe. On regarde une innovation, puis on se dit est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Et par principe, si une innovation c'est mal, pourquoi? Parce que ça n'a pas de track record. Hein, donc ça n'a pas de track record, donc c'est mal. Et moi, je préfère m'appuyer sur une solution qui a 7000 ans que sur une solution qui, merde, n'a que 10 000, que 15 ans. Soit tu la regardes sous l'angle du ça marche ou ça ne marche pas, et tu essayes d'en tirer profit. Hein, l'exemple que je donne habituellement, c'est est-ce qu'un couteau c'est mal ou c'est bien? C'est un couteau, ça marche. Et donc je veux essayer d'en tirer profit. Et là, je pense que le Bitcoin, si on regarde les choses de manière complètement prosaïque, on est obligé de dire c'est un truc qui marche, qui semble marcher, si tu préfères, qui semble marcher, qui semble être solide. Aujourd'hui, les plus grands gérants du monde, que ce soit Fidelity, que ce soit BlackRock, que ce soit Fleming, que ce soit Franklin Templeton, que ce soit les plus grands gérants du monde, hein, des dizaines de milliers de milliards de dollars leur sont confiés. Ils ont décidé d'offrir à leurs clients la capacité de spéculer. Ça veut dire spéculer, ça veut dire quoi? Spéculer, ça vient du latin speculare, qui est prévoir. Spéculer, c'est une activité tout à fait noble, qui consiste à se dire je vois l'avenir d'une certaine manière et je vais essayer d'en tirer profit. Si je vois que le Bitcoin va, toi tu es un spéculateur, à la baisse du Bitcoin, hein, tu pourrais très bien spéculer à la baisse sur le Bitcoin en disant je pense qu'il va à zéro et donc je mets short du Bitcoin, ce sera un acte de spéculation. Spéculer, c'est prévoir, tu ne peux pas prévoir sans spéculer et tu ne peux pas spéculer sans prévoir. Ce sont des synonymes. Okay, donc c'est un actif de spéculation comme celui qui achète du Louis Vuitton, c'est parce qu'il spécule que le prix de Louis Vuitton va s'apprécier dans l'avenir. Il n'y a pas d'autre raison d'acheter du Louis Vuitton. Si tu penses que le prix de Louis Vuitton va se déprécier ou va rester stable, tu n'en achètes pas. D'accord? Donc chaque fois que tu achètes un actif dans l'épargne ou dans l'investissement, c'est une spéculation, c'est une prévision que tu fais. Le Bitcoin n'échappe pas à cette règle, tu as tout à fait raison. La question c'est aujourd'hui que dans les plus grands pays du monde, dans le plus grand pays du monde, du point de vue de son économie, tu as des gens qui disent que c'est aussi une opportunité. Et cette opportunité, pourquoi devrait-on l'exclure a priori? Non, pour revenir sur la spéculation, et quand j'achète une action, effectivement, Louis Vuitton, j'anticipe une certaine quantité de travail, la production d'un bien qui va avoir une utilité sociale qui va se répercuter sous forme d'un échange et l'acquisition. Là, quand j'achète, mais l'or c'est pareil, hein, quand j'achète du Bitcoin, je n'anticipe pas une création de quelque chose qui va être utile immédiatement à la vie quotidienne de la population. Et en quoi je pense que si je veux avoir un objet alors, de spéculation pure, hein, j'admets tout à fait que l'or est dans cette... parmi les fragilités qu'il y a une fragilité, je dirais, historique, et on le voit bien à partir du discours qui commence à se développer sur le Bitcoin est climaticide. Vous consommez de l'énergie, vous détruisez de l'énergie, donc vous êtes en train de faire en sorte que on puisse montrer du doigt, c'est-à-dire qu'on peut le faire disparaître du jour au lendemain en disant vous détruisez la planète et vous êtes dans une situation... Le Bitcoin est risqué, ouais. Oui, et donc je veux dire, cette fragilité technologique, cette fragilité juridique, cette fragilité qui est liée à ce que l'utilité sociale initiale qui était de se substituer à la monnaie n'a pas été remplie et que c'est devenu un pur objet de spéculation, fait que, globalement, ou bien on investit son épargne, globalement le problème monétaire est évacué, on investit son épargne normalement dans des lieux où se crée de la valeur, et si on veut sur des objets de spéculation de nature monétaire et financière, je pense que l'or remplit parfaitement cette mission. Alors, sur toute l'utilité du Bitcoin, alors, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais il y a pas mal de choses à dire. Puis après, les mines d'or, c'est pas génial non plus niveau pollution.
Mais en gros, pour résumer, la différence que vous faites, Jean-Marc, entre l'or et le Bitcoin, c'est le consensus social, en fait, entre les deux. En partie, et le fait que dans les deux cas, c'est des objets qui sont des objets dont l'utilité sociale immédiate n'existe pas. Et ce qui m'intéresse et ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce qui se passe en ce moment, c'est que je maintiens la perception relative des deux objets. C'est-à-dire que l'or, personne ne va dire que, vous le dites, l'or ça crée de la pollution et tout ça, c'est quelque chose qu'on ne met pas en avant sur... En revanche, le discours sur le Bitcoin des climaticides est un discours qui est tenu par un certain nombre d'organisations et d'associations. Donc l'objet en tant que tel n'a pas de légitimité sociale. Tu es en train de nous dire en fait que le Bitcoin n'est pas consensuel. Et c'est pour ça qu'il est fragile. Donc je te donne acte volontiers, le Bitcoin n'est pas consensuel. Donc il est fragile. C'est ça qui fait que le Bitcoin est aujourd'hui risqué. C'est ça qui fait que le Bitcoin aujourd'hui est un acte de spéculation, tu as raison, de prévision, c'est parce que je prévois quelque chose que j'en achète. Et c'est ça justement qui fait l'intérêt du Bitcoin. C'est uniquement ce qui manque à cet objet technologique. Pour répondre à ma critique, encore une fois, je maintiens, le projet initial était de sortir un objet qui allait permettre à la population d'échapper à l'organisation monétaire et financière liée à des monopoles, qui étaient des monopoles qui ne remplissaient pas leur mission. Cet objet a été écarté. Les banques centrales sont toujours là, le Bitcoin n'est pas une monnaie, et même dans les pays où la monnaie disparaît, je parle assez souvent du Zimbabwe, la monnaie... Ça peut être une monnaie en devenir. Oui, sauf que la monnaie spontanément vers laquelle s'est tournée la population du Zimbabwe, c'était des bonbons. Et donc, c'est des objets qu'elle reconnaît, qu'elle comprend. Le véritable et donc, je finis juste. Donc, le projet monétaire initial, qui était un peu le fondement intellectuel de l'opération, est abandonné. Et ça devient à ce moment-là un objet de spéculation, de placement, un objet d'épargne. Et cet objet-là, je maintiens, il n'a pas la même garantie, la même sécurité, la même légitimité, le même avenir que l'or. Je pense que pour arriver à se mettre, non pas d'accord, mais arriver à une conclusion, il faut observer cet objet d'un point de vue théorique. Parce qu'on est d'accord en fait sur la réalité. Aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas une monnaie. Hein. Aujourd'hui, le Zimbabwe, quand tu as besoin d'une monnaie d'urgence, soit tu vas vers les bonbons, ce qui est quand même une histoire rigolote. Oui, c'est la forme ultime. Mais dans la réalité, c'est pas du tout vers le bonbon qu'ils sont tournés, ils sont tournés vers le dollar. Vers le dollar et le rand sud-africain. Voilà. Ils ont été vers une monnaie qui était un peu plus solide que la leur. La question, donc c'est le dollar aujourd'hui qui a servi de monnaie refuge au Liban, au Zimbabwe et dans beaucoup d'autres pays du monde. La question n'est pas là. La question, c'est théoriquement, si dans ses qualités intrinsèques, le Bitcoin pourrait-il jouer un rôle, oui ou non? Toi, tu me dis, il y a l'or. Voilà, donc tu es en train de me dire en fait que tu as parfaitement compris le projet du Bitcoin. Et tu te dis, je me satisfais de l'or, je n'ai pas besoin du Bitcoin. Mais ce n'est pas une critique sur le projet Bitcoin, en fait. C'est le projet initial qui consistait à dire les banques centrales ont failli, ce projet, je le partage. La façon dont ça a été organisé et le résultat présent, je pense qu'on est à côté de la plaque. Donc ça a été organisé, donc la rareté elle-même était une erreur? Je pense que la rareté systématique et déconnectée de la réalité économique est une erreur parce qu'elle est structurellement déflationniste. Et donc, on peut vivre en déflation, mais il arrive un moment où la... Le fait que ce soit pair à pair aussi est une erreur ou pas? Ça, c'est différent. Mais je pense que sur le moyen et long terme, le vrai danger, c'est la déflation, quand on est en situation de limitation. Et la déflation, ça commence par être une baisse de prix, et puis ensuite, c'est une baisse de production. Le Bitcoin serait dangereux pour l'économie mondiale s'il y avait un monopole du Bitcoin. Si on imposait le Bitcoin comme monnaie unique, ce serait dangereux. Si on propose le Bitcoin comme alternative à d'autres monnaies, la thèse des Bitcoiners, de certains Bitcoiners en tout cas, c'est que ça va obliger les autres monnaies à devenir plus vertueuses. Oui, c'est la guerre des monnaies dont on parlait au début. Je ne sais pas si on a le temps de prendre quelques questions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Alors, sur le premier point, sur la déflation, on considère souvent que Bitcoin est une monnaie avec une limite à 21 millions. Il faut savoir qu'en pratique aujourd'hui, on a déjà quelque chose qui s'appelle les millisats, qui est utilisé sur Lightning et qui est une façon d'avoir plus de masse monétaire utilisée par l'économie. Donc le point de vue que Bitcoin est déflationniste ne correspond pas forcément à la réalité technique. Et après,
c'est plus sur revenir entre la comparaison entre l'or et le Bitcoin. Et je pense qu'il y a un aspect fondamental qui est manqué dans la discussion. Si on prend l'exemple de l'or, par exemple, dont la Banque centrale française en a eu pendant des années, en 1939 ou 40, la Banque centrale française envoie les réserves d'or en France, en Martinique, à Dakar et à New York. Et alors, j'aimerais bien vous poser la question, vous, Jean-Marie Daniel, est-ce que vous pensez, si vous vivez dans un pays qui est en guerre et que vous avez à fuir du jour au lendemain, est-ce que vous pensez que c'est plus facile de partir avec 100 000 $ en or ou avec 100 000 $ en Bitcoin qui peut être détenu sur un ledger? Pour un individu ou pour une banque centrale? Pour un individu. Oh, pour un individu, vous savez, l'or, ça pèse, mais en volume, vous avez des sommes conséquentes en très peu de volume. Hein. Donc pour un individu. Ensuite, pour des banques centrales, bon, je veux dire, quand vous êtes dans la situation de la France de 1940, le problème, c'était pas tellement l'endroit où était le stock d'or. Je pense qu'il y avait d'autres problèmes plus graves. Il y a un moment où le problème monétaire s'efface devant la nature d'autres problèmes. Sur la quantité, pour revenir à votre première question, je pense qu'effectivement, un des grands enjeux d'une stratégie monétaire, c'est d'être capable de déterminer à la fois la qualité et la quantité de monnaie. Et d'avoir un système qui est autorégulé, qui fasse en sorte que la quantité et la qualité de monnaie correspondent aux besoins de l'économie. Donc je maintiens que la qualité de la monnaie, elle est préservée par l'absence d'inflation, elle est préservée par le consensus social, elle est préservée aussi par la loi. C'est-à-dire que la loi préserve et protège la monnaie. Sur la quantité de monnaie, ce qu'il y a d'intéressant dans la monnaie telle qu'elle est apparue à l'heure actuelle avec la disparition de l'or, c'est que là aussi, le projet initial de la monnaie crédit, hein, c'est les crédits qui font les dépôts, c'était qu'il y avait une conformité entre le besoin de l'économie au travers des crédits et la quantité de monnaie liée à cette création de crédit. La monnaie, c'est du crédit. Le crédit augmente la quantité de monnaie, mais le crédit va vers les entreprises et suscite chez ces entreprises de la production de biens qui va être mise en regard de la quantité de monnaie nouvelle créée. Donc la monnaie de crédit, sur le papier, avait cet avantage, c'est que sa quantité évoluait conformément aux besoins de l'économie. Avec l'or, la seule façon qu'on avait pour réguler ça, c'était de temps en temps de procéder, et éviter la déflation, de procéder à des dévaluations. C'est-à-dire qu'on augmentait la quantité de monnaie quand on en manquait, en augmentant la valeur de l'or, et donc la quantité de monnaie en circulation pouvait augmenter avec la même quantité d'or. Pour moi, le véritable problème, et c'est pour ça que le Bitcoin n'est pas une réponse à ça, mais je l'ai évoqué, c'est que le crédit s'est porté vers le crédit à l'État. C'est-à-dire qu'on s'est mis à faire crédit, quasi exclusivement maintenant d'ailleurs, enfin je ne dis pas quasi exclusivement, mais la masse de crédit, la création monétaire de ces dernières années, elle est portée vers un agent économique qui ne crée pas de valeur. Donc le véritable enjeu, ce n'est pas d'essayer de jouer, c'est de faire en sorte que les États cessent d'être en déficit. C'est-à-dire le véritable enjeu, c'est que les citoyens, au lieu de bricoler autour de monnaie, pseudo-monnaie et tout ça, assument leur rôle d'électeurs des représentants des contribuables et mettent comme exigence que le Parlement, qui est le représentant du contribuable, vote des budgets qui soient des budgets à l'équilibre. Je rappelle que sur le plan, là aussi, strictement juridique, alors en ce moment c'est le bordel, mais à une époque où il y avait une assemblée qui était à peu près capable de prendre des décisions, la même assemblée, celle qui avait été élue en 2012, a voté le TSCG qui implique que les finances publiques françaises soient équilibrées, sauf au moment, et aucun des budgets qui ont été adoptés ensuite n'était en conformité avec le traité qu'ils avaient voté. Et donc je pense que le vrai débat que tout citoyen devrait mettre en avant au lieu de perdre son temps dans des conseils, c'était de dire pourquoi vous n'équilibrez pas les comptes que l'on vous confie. Donc réalisons les réalisables et le Bitcoin sera alors inutile. C'est pas irréalisable. On parlait tout à l'heure de la dette publique américaine. Je rappelle qu'entre 1892 et 2000, les États-Unis ont été en excédent. Et à titre personnel, j'ai participé à un colloque à l'OCDE en 1999 en tant qu'économiste, où la question a été comment est-ce que nous allons vivre sans dette publique américaine? Et il y avait une angoisse du monde financier et économique, du fait que cet instrument un peu particulier qui est dans la vie quotidienne de la finance, qui est la dette publique américaine, allait disparaître. Bon, il faut dire que depuis, le problème a été résolu. On vit, on n'est pas menacé par la disparition de la dette publique américaine, mais c'est quelque chose qui n'est pas totalement inaccessible
contrairement à ce que, hélas, certains ont l'air de penser. Moi, je pense que sursaut et la capacité qu'on a à faire pression sur nos dirigeants permettrait de revenir à l'équilibre budgétaire. Bon, Jean-Marc, jamais vous avez été aussi proche de devenir bitcoiner. Vous en rapprochez d'année en année. Moi, je pense qu'on n'est pas bitcoiner et tout ça, on est contribuable. En tout cas, il y a quelqu'un dans le public qui voulait vous offrir cette chaîne orange du bitcoin. Est-ce que vous voulez la mettre, Jean-Marc? Ouais, voilà. Alors attendez. Voilà, super. J'espère que mon débatteur y viendra aussi. Bon, merci beaucoup. Voilà. Désolé, on n'a pas le temps pour plus de questions, mais Une voilà. seule, s'il vous plaît. Une dernière. Une dernière Rapide question. pour Jean-Marc. Très rapide, parce qu'après on va. Je suis là. Merci, monsieur, pour ces interventions. En fait, c'est simplement par rapport à la déflation. Comment débouche-t-on sur une économie déflationniste si la production de biens et services est stagnante, mais que la masse monétaire augmente? Alors, je sais pas si Rapidement, Jean-Marc. Oui. Non, vous avez raison. L'économie déflationniste, elle est dans une hypothèse où vous avez une économie qui est en croissance, et puis en face, vous avez la masse monétaire qui est stagnante. Et donc, l'objet, normalement, d'une économie, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la croissance économique. Alors, la déflation, c'est, derrière mon propos, c'est l'idée qu'il peut y avoir de la croissance économique encore en Europe. Mais la question qui se pose, et donc là, le Bitcoin n'a pas vocation à être simplement sur l'Europe, mais la question qui se pose en Europe, c'est effectivement, est-ce qu'il y aura de la croissance économique, sachant qu'il peut y avoir de la croissance des revenus? Je parle du Japon. Hein. Si c'est dans l'océan Indien que ça se passe, mais si on est propriétaire des usines qui sont dans l'océan Indien, on peut avoir de la croissance économique de nos revenus sans avoir de la croissance économique de notre territoire en tant que tel. Et donc la question qui se pose là aussi, c'est est-ce qu'on interprète la quantité de monnaie en circulation sur un territoire donné ou sur l'ensemble de la planète? Alors le dernier élément par rapport à l'histoire de la déflation, je pense qu'il y a deux formes de déflation. Vous avez une forme de déflation qui est liée au fait que vous vous heurtez, et puis je vais en rester là pour ne pas détruire la table ronde suivante, vous vous heurtez effectivement à un manque de monnaie. Et à ce moment-là, vous avez d'autant plus criant que vous avez intérêt à conserver la monnaie, et donc la déflation s'amplifie par la thésaurisation. Et puis vous avez une autre forme de déflation qui est une baisse des prix, qui était celle du 19e siècle et qui était relativement saine, qui est la baisse des prix parce que l'efficacité du travail augmente. Et c'est-à-dire que les salaires baissent. Alors on ne le sait pas, mais au niveau mondial, le salaire mondial baisse. On parlait de l'océan Indien, quand vous remplacez des travailleurs européens qui partent à la retraite, des travailleurs chinois qui commencent à avoir des exigences par un paysan indien, mais vous baissez le coût du travail. Et donc là, vous avez une forme de déflation qui est une forme de déflation qui est plutôt positive. Et en ce sens, caler et limiter la masse monétaire, c'est peut-être pas mal. Mais à moyen long terme, vous vous heurtez quand même à un moment où vous avez besoin de créer de la monnaie à hauteur de la création de richesse. Et on en revient à ce que je disais, et je conclus là-dessus. On a besoin de créer de la monnaie par le crédit, et ça, c'est assez bien vu. On a besoin de créer de la monnaie par le crédit à condition que ce crédit soit productif. Et donc, je renouvelle mon propos, vous êtes des contribuables. Merci beaucoup.